vous l'aviez prédit, vous l'aviez prévu, c'est loin d'être une surprise, mais la victoire est quand même très éclatante, hein. La victoire est éclatante, ça marque bien que Jordan Bardella a réussi son entreprise d'implantation et de séduction au sein du parti, du Mmh. Rassemblement national, qui était en cours quand même déjà depuis un certain temps et qui a été marqué par un certain nombre d'étapes. Le fait qu'il ait porté la liste aux européennes pour le Rassemblement national, le fait que Marine Le Pen l'ait mis dans un rôle de président intérimaire pendant la présidentielle, je pense que ces étapes ont beaucoup joué sur le fait qu'il ait été considéré comme ayant les épaules pour endosser ce rôle, parce que Malgré ses 27 ans. malgré ses 27 ans, ce qui n'est pas évident, même s'il y a un dégagisme actuel assez généralisé qu'on retrouve dans tous les partis, quasiment d'ailleurs, hein, une volonté finalement de changer, parce qu'il y a un sentiment aussi pour un bon nombre d'électeurs de se dire que bon, les précédentes générations n'ont pas réussi ou ne sont plus à jour sur certains dossiers. On a Ouais. envie de sang neuf. Là, il le représente bien, mais il a aussi montré des compétences. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui va jouer sur le long terme, sur est-ce qu'il est capable d'endosser réellement ce rôle et de ne pas être simplement une marionnette de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national. On va en reparler. Jonas Haddad, en attendant, étonnant, c'est que ces représentants, ces élus locaux du Rassemblement national du Pas-de-Calais à Hénin-Beaumont étaient considérés comme justement très proches de Marine Le Pen, même qualifiés de garde rapprochés. Ce sont eux également, ces élus, je peux vous le dire parce que je l'ai vécu en direct en tant que correspondant d'Europe 1 dans la région Nord pendant plusieurs années, qui ont accueilli Marine Le Pen, qui ont fait quelle est cette implantation locale. Et maintenant, ils sont un peu balayés d'un revers de main. Dans le Rassemblement national, il y a historiquement un peu deux tendances. Il y a cette tendance plutôt géographiquement du Nord, qui est une tendance plus sociale, et on a une tendance qui est plus le Rassemblement national du Sud, avec une dimension plus identitaire, qui Tout à d'ailleurs fait. est un peu plus celle de Jordan Bardella. Mm. Et c'est là aussi où probablement il y a une tension qui se crée chez les proches de Marine Le Pen, parce que justement, Jordan Bardella, historiquement, est plus de cette tendance-là. Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit de la part de Marine Le Pen un revirement d'une quelconque manière. D'ailleurs, dans son discours, on a bien senti que Jordan Bardella arrivait à ménager un peu la chèvre et le chou en adressant des messages tant sur les questions, justement, beaucoup de pouvoir d'achat, de fin du mois, que les questions identitaires sur lesquelles il a fortement commencé en déroulant son histoire de vie personnelle. Donc la mise à l'écart des élus du Pas-de-Calais, Bardella, est-ce qu'un jour il pourrait, pardonnez-moi l'expression, mais tuer politiquement la mer? Historiquement, c'est quand même dans la C'est plupart comme ça des que ça se passe, partis, oui, il y a en toujours, théorie. d'habitude, on parle plus souvent de tuer le père, Oui. parce que historiquement, c'est quand même souvent des patriarches dans les partis politiques. Mais en effet, la question va se poser irrémédiablement, parce que c'est quelqu'un qui a eu une ascension extrêmement rapide. D'ici 2027, j'y crois difficilement qu'il y a un réel changement d'équilibre en interne, parce qu'il a clairement annoncé que Il ne Marine se Le mettra Pen... pas sur la route de Marine Le Pen en 2027. J'espère pas pour lui, parce Ouais. que je pense que ça serait à son propre détriment, probablement aussi. Mais c'est quelqu'un qui, visiblement, a des ambitions et qui, je pense, les assumera aussi à un moment. Là où ça va devenir compliqué, c'est qu'on passe d'un système, justement, comme l'a dit Jonas Haddad, un système qui est familial, et donc où l'héritage, la transmission est claire, normalement, c'est de père en fils, Ouais. c'est un système dynastique, un système qui est plus comme un système de parti classique, où il peut y avoir des alternances, Et des là, ça changements ouvre de le jeu. ligne, et là, ça ouvre le jeu. Donc potentiellement, il va y avoir aussi des tendances, des volontés, d'autres ambitions qui pourront rentrer peut-être en conflit avec celle de Jordan Bardella. Vous pensez que Marine Le Pen doit se méfier, Jean-Marie Le Pen? Il faut faire attention parce que les dauphins, parfois, ils ont vocation à s'échouer sur la plage. Oui, ou ça peut servir de fusible aussi, hein. Mm. C'est une façon pour Marine Le Pen aussi de mettre quelqu'un qui incarne une certaine ligne, une ligne très marquée à droite, avec des proximités avec Éric Zemmour, ou en tout cas qui se sont ressenties dans certaines des déclarations de Jordan Bardella, qui lui permettent aussi justement de pouvoir maintenir une ligne peut-être assez floue, afin de garder l'ambiguïté pour en sortir le plus tard possible avant l'élection de 2027, et se garder finalement le loisir de pouvoir avoir la ligne qui rassemblera le plus au moment venu. Dernière question à propos donc de cette nouvelle ère. D'ailleurs,
Marine Le Pen a évité de dire parti pendant tout son discours, parler de mouvement, hein, pour éviter d'avoir cette idée de structuration. Non, c'est vrai qu'à ce stade, de toute façon, elle jouit quand même d'une notoriété. On le voit dans les sondages aussi. Elle est très appréciée. C'est une personnalité qui est reconnue, qui est appréciée par les Français. Donc elle peut continuer à en jouir en ayant une position qui est en retrait parce que elle n'a pas besoin de ce rôle-là pour continuer à exister. Elle a l'Assemblée nationale, elle a d'autres formes et elle continuera à être très proche et très présente aux côtés de Jordan Bardella. Donc, a priori, c'est pas ce retrait-là qui va la pénaliser à court terme. Alors, autre sujet, votre analyse à froid maintenant de ce que l'on peut appeler l'affaire De Fournas, ce député du Rassemblement national exclu temporairement de l'Assemblée nationale pour des propos jugés racistes. Est-ce que tout est à refaire en matière de dédiabolisation pour le Rassemblement national? Ou alors est-ce que finalement les choses vont se calmer, vont s'aplanir un petit peu? Alors, le traitement médiatique de cet événement a été très fort dès le début et très marqué par la lecture qu'on a fait et qu'a voulu en donner LFI, en plaçant une lecture qui serait cette attaque raciste envers un de leurs députés. Or, ça a été rapidement, en tout cas, désamorcé d'une certaine manière, même par un certain nombre de chaînes qui ont aussi remis en contexte et qui ont permis en fait d'y voir peut-être un peu plus clair sur la nature même de l'inter... Parce que formellement, il n'a pas été sanctionné pour racisme. Non, il a été sanctionné pour le chahut dans l'hémicycle. Ouais. Et c'est vrai que les arguments qui sont donnés par le Rassemblement national, qui sont de dire, bon, aujourd'hui, est-ce que le chahut était réellement créé par leurs députés et ou par la France insoumise qui a porté une certaine interprétation de ce message, la question se pose, surtout que c'est une sanction qui est très forte et qui n'a quasiment jamais été utilisée ou à laquelle il y a eu très très peu de recours. Alors qu'on sait que le chahut dans l'hémicycle, c'est quelque chose quasiment culturel, ça existe et c'est quelque chose qui est normal. Et on peut penser à plein d'autres moments, plein d'autres situations où on aurait pu avoir besoin sanction, évidemment. Cette sanction. Mais alors, la conséquence pour le parti, est-ce que je pense qu'elle ne sera pas si lourde que ça, parce que c'est du moment qu'ils arrivent à gagner s'ils arrivent à gagner la bataille du narratif, s'ils arrivent à gagner cette bataille sur la question, justement, de pouvoir ancrer que ce n'était pas une question de racisme, mais que c'était une question politique sur les navires qui portent aide aux migrants et qui auraient mieux fait de retourner vers l'Afrique parce que trouver un port nécessairement en Europe ne répond pas aux préoccupations, eux, de leur électorat. Et ça, en tout cas, ça parle à leur électorat. Je pense que ça parle à une bonne partie des Français. On a retrouvé Jonas Haddad en direct de la polémique, justement, de jeudi à l'Assemblée nationale. Ce sont ces 1000 migrants à bord de 4 bateaux humanitaires qui tentent actuellement de rejoindre l'Europe. L'Italie aurait accepté d'accueillir l'un d'entre eux, mais les informations de ce point de vue restent encore incertaines. Est-ce qu'on risque d'assister encore une fois à une espèce de petit jeu de rejet de responsabilité entre la France, l'Espagne et l'Italie, personne n'osant prendre la responsabilité d'accueillir ces malheureux migrants? Marion Pariset. Oui, nécessairement, parce que donc il y a cette difficulté à accepter les migrants. Giorgia Meloni a été élue parce qu'il y a un problème avec la crise migratoire en Italie. Aussi parce qu'il y a un problème économique en Italie qui fait que l'Italie et le peuple italien s'est jamais relevé des crises de 2008 et de 2010-2011, mais parce qu'aussi il y a cette impression d'être complètement laissé à l'abandon par l'Union européenne qui avait promis une solidarité collective, de se prendre en charge la sécurisation des frontières et de pouvoir assurer la répartition des migrants sur le sol européen et donc de venir délester l'Italie qui accueille, selon le ministre de l'Intérieur italien, il parle quand même de 85 000 personnes qui seraient arrivées sur le territoire italien depuis le début de l'année 2022, ce qui est un chiffre complètement effarant si on le prend en tant que tel. Après, il y en a certains qui sont redispatchés, il y en a qui... Mais ça reste 85 000 personnes. Et aujourd'hui, Giorgia Meloni, elle est obligée d'être ferme si elle entend pouvoir conserver
toute la confiance qui lui a été faite pas à travers l'élection, parce que les gouvernements italiens, ils ont subi justement une forte décrédibilisation, et c'est sur un rejet de la décrédibilisation de l'action des précédents gouvernements, des gouvernements d'unité nationale, qu'elle a pu réussir à émerger. Donc elle a intérêt à être ferme. Situation inextricable, Jonas Haddad, c'est ces actions coup de poing d'activistes climatiques contre les musées. Dernier exemple en date, 2 militants qui se sont collés les mains cet après-midi sur un tableau de Goya, plutôt sur le cadre d'un tableau de Goya au musée du Prado de Madrid pour dénoncer l'inaction climatique. Est-ce que, Marion Parizet, c'est quoi? C'est l'expression d'un vrai désespoir ou d'une bêtise crasse? J'aurais envie de répondre les deux d'une certaine manière. Parce que le désespoir, il est subjectif. Il y a ce concept d'éco-anxiété qui est beaucoup porté, et on connaît aussi dans l'histoire des phénomènes de société d'anxiété collective qui se sont créés après des œuvres type l'effet Werther, qui a entraîné des suicides de masse chez des jeunes parce que il y avait un effet de mode. Là, on a aussi peut-être avec un ressentiment qui individuellement, je ne le nie pas, parce que les subjectivités, c'est ce que c'est. Mais derrière, on a une recherche du buzz qui peut totalement nuire en fait à la recherche réellement de progrès sur la question de la lutte contre les dérèglements climatiques. Prise de conscience Parce que, oui, prise de conscience, mais une prise de conscience qui ne s'appuie pas nécessairement sur des faits et sur des approches scientifiques. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on est sur des personnes, et notamment des jeunes, qui aujourd'hui ne sont pas dans la recherche de solutions avec une idée de débat et de construire quelque chose de collectif, mais qui sont juste dans la provocation, dans le buzz. Et ce qui est inquiétant particulièrement, c'est que la lutte contre le débat, cette absence de débat ou cette volonté de rejet du débat, elle passe aussi par l'embrigadement d'un certain nombre de jeunes, notamment dans les universités. Et je pense qu'il y a beaucoup qui ne sont absolument pas conscients de fondamentalement les raisons ou les détails techniques ou les questions vraiment profondes sur lesquelles ils travaillent. Et ça s'est vu sur Sainte-Soline.